Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous voilà réunis autour d'un sujet passionnant. Le thème, c'est le titre, la personnalisation rend-elle le paiement indolore? Alors, il y a quand même deux idées dans ce sujet et le titre, la personnalisation. Alors, la personnalisation aujourd'hui, où le commerce ne cesse de se réinventer, d'avoir comme ambition de réenchanter le consommateur, évidemment, la personnalisation, c'est un sujet central. Comment être le plus près possible de mon consommateur, comment construire le parcours qui lui ressemble le plus. Ça fait partie un petit peu des sujets marronniers qu'on entend tout le temps. Le paiement indolore, effectivement, il y a une espèce de Graal. Comment rendre le paiement le plus accessible possible et permettre aux consommateurs de payer le plus facilement et le plus rapidement possible. Pour aborder ce sujet, trois experts, à commencer par un scientifique, un éminent spécialiste du cerveau, le docteur Patrick Georges, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Patrick Georges. Je suis médecin. J'ai dirigé pendant un certain nombre d'années un service de neurochirurgie universitaire. Mais maintenant, je m'occupe essentiellement de sciences cognitives et notamment de tout ce qui est prise de décision humaine. Merci. Pour traduire dans les faits, ce que va nous expliquer le docteur Georges, Kevin Becker. Donc, Kevin. Bonjour à tous, Kevin Becker, je suis l'un des fondateurs de Dotaki. Dotaki, c'est une start-up technologique qui permet aux e-commerçants d'augmenter leur taux de transformation. Et nous faisons ça avec une intelligence artificielle qui adapte l'interface, et notamment le formulaire de paiement, à la personnalité de chaque visiteur. Enfin, pour proposer des réponses concrètes en matière de paiement, Vincent Langlais. Oui, bonjour Didier, bonjour à tous. Je suis Vincent Langlais, je suis de la société Monext et je suis responsable marketing produit du pôle retail, donc du pôle commerçant. D'accord. Docteur, la première question, finalement, comment le cerveau réagit-il quand on paye? Alors, je vais vous montrer sur la prochaine diapositive une personne qui est en train de prendre une décision, qui est en train d'acheter. Donc ce sont des grosses machines qui étudient le cerveau au travail. Donc c'est un cerveau vivant qui est en train de faire une action. Dans ce cas-là, nous lui avons fait prendre une décision d'achat, de paiement. Et vous voyez une petite zone rouge qui s'allume automatiquement, cela dépend des achats et des personnes, mais qui représente effectivement le siège de la douleur. Donc c'est extrêmement curieux au départ, mais payer est vraiment douloureux. En fait, c'est une vraie aversion instinctuelle, émotionnelle, tout à fait irrationnelle. En fait, l'argent est là, le prix est juste, la personne veut la chose, et au dernier moment, elle va faire marche arrière. Il y a une petite voix qui va lui dire « Non, arrête ici, ne paye pas ». Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tellement à ces phénomènes ? Parce qu'on a prouvé que ça peut impacter très fortement le commerce. Et vous savez qu'actuellement, du commerce, on en a beaucoup besoin. Jusqu'à 12% des paiements, donc des achats, peuvent être arrêtés à ce moment-là pour un phénomène tout à fait irrationnel. Donc on a mal, mais pourquoi on a mal en fait? En fait, on a essayé d'étudier l'origine de cette douleur. Il faut savoir que l'être humain souffre, dit-on, d'un très grand nombre de biais cognitifs, environ 107 bien identifiés. Et un de ces biais cognitifs est le biais de possession. C'est-à-dire que dès que l'on possède une chose, sa valeur, à nos yeux, émotivement augmente. Par exemple, les agents immobiliers connaissent bien ceci. Si vous voulez vendre votre maison, eh bien vous allez la surestimer de 15 à 20%. Donc c'est tout à fait irrationnel. Et c'est ce biais de possession qui nous fait faire toutes ces erreurs. Alors vous me direz, mais pourquoi une douleur? Eh bien parce que ce mécanisme est tout à fait inconscient, ça se passe à notre insu. Et comme le cerveau ne peut pas nous dire, attention, j'ai peur de payer, eh bien il a un petit truc technique, en fait il pousse sur le bouton douleur et nous nous arrêtons sans bien savoir pourquoi, et l'achat ne se fait pas. Donc payer, ça fait mal. Mais en plus, la douleur peut augmenter. Ah oui, la douleur peut augmenter, et c'est d'ailleurs, suivant certains grades,
on peut aller jusqu'à des vraies angoisses, et je pense que vous allez nous parler de ce phénomène d'angoisse maintenant. Vincent, les stress, ils se traduisent comment? En fait, on a différents types d'angoisse, comme vient de le dire le professeur Patrick Georges. Il y a trois principaux types d'angoisse en fait, qu'on constate au moment de payer. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de solvabilité. C'est-à-dire, au fond, le consommateur va se poser la question au moment de payer, est-ce que j'ai assez d'argent sur mon compte? Est-ce que cet achat ne va pas perturber, atteindre mon plafond carte, etc. Donc c'est une angoisse relativement matérielle et assez usuelle. Le deuxième type d'angoisse, qui est là, je pense, est plus instinctif, c'est l'angoisse d'un environnement inconnu. L'exemple typique, c'est le touriste chinois qui vient en France, il est dans un décalage culturel total, et donc du coup, il va chercher à retrouver ses repères. Et l'angoisse va être de dire, mais au fond, est-ce que je vais me retrouver dans l'usage local d'une culture que je ne connais très peu? On a également ça, par exemple, lorsque la relation de confiance n'est pas établie entre le consommateur et le commerçant. Donc typiquement, la première fois que j'achète sur un site e-commerce, donc un consommateur qui arrive pour la première fois, il ne connaît pas le commerçant, il ne s'est jamais fait livrer, donc il ne sait pas si ça va bien se passer. Et à ce moment-là, effectivement, il est encore en environnement inconnu. Troisième type d'angoisse, c'est un stress qui ne porte pas sur l'instant présent, mais sur ce qui pourrait advenir. Donc autrement dit, c'est un risque futur. Donc typiquement, l'achat est perçu comme un engagement. C'est un consentement qui va m'enclencher sur une relation future dans laquelle je suis enclenché. Donc exemple, est-ce que je pourrais facilement me faire rembourser? Est-ce que je suis assuré pour cet achat? Ce sont des questions d'angoisse qui ne portent pas vraiment sur le présent, mais sur un futur dont peut-être il va mal se passer. Voilà. Oui. Alors, ces trois formes d'angoisse, je pense qu'elles parlent à tout le monde, mais je voudrais rajouter quelque chose, c'est que pour chaque personne, il y en a une qui va être plus importante que les autres. Alors, laquelle? En fait, ça dépend de notre personnalité. Les gens qui sont très organisés et rigoureux vont être très sensibles à l'angoisse d'incertitude. En revanche, l'insolvabilité, quelque part, comme ils sont organisés, ils savent exactement ce qu'ils ont sur leur compte en banque, donc ce n'est pas un problème pour eux. Et en fait, on peut prédire l'angoisse dominante de chaque personne à partir de l'étude de sa personnalité. Bon, maintenant qu'on a vu effectivement qu'on avait mal en payant, que c'était très douloureux, que ça pouvait augmenter, bon, je pense que ce que tout le monde attend, c'est qu'est-ce qu'on a comme réponse pour anesthésier, atténuer cette douleur de payer. Alors, on a étudié ceci dans nos laboratoires sur la prise de décision, parce qu'on considère, assez curieusement peut-être, que le fait de ne pas payer, d'arrêter l'achat juste avant le paiement est une erreur mentale. Pourquoi? Parce que le prix a été considéré comme juste, la personne a l'argent et veut cette chose. Donc il ne s'agit pas de favoriser le surendettement, c'est pas ça du tout. Donc c'est ici une erreur humaine qui est néfaste à la fois pour le consommateur et pour le commerçant. D'où l'idée d'essayer de voir ce qu'on peut faire contre ce biais cognitif de possession. Alors il y a des solutions classiques que vous connaissez bien dans votre métier. Le premier, c'est de dissocier l'achat et le paiement, et ça on le connaît, le crédit, payer en plusieurs fois, payer par des cartes et des choses comme ceci. Donc le biais de possession est moins actif, dit-on dans notre métier, à partir du moment où l'achat est dissocié du paiement. Le deuxième moyen de diminuer cette erreur intellectuelle due à un phénomène émotionnel est ce que vous avez très justement pointé dans l'angoisse. On pourrait dire ici un mot plus technique de stress, d'incertitude. Donc là, on va essayer d'introduire ce qu'on appelle de la ritualisation. Qu'est-ce que c'est la ritualisation? C'est très simple, c'est de réintroduire de la certitude dans un acte à un moment où on est le plus incertain. Donc le fait de ritualiser le phénomène d'achat va diminuer dans les échelles de stress que l'on utilise l'incertitude de ce moment. Et donc on peut passer de ces fameux 12 à 18% d'arrêt de l'achat, on peut diminuer nettement. Et le troisième moyen, bien sûr, pour lutter contre ces biais cognitifs est la sécurisation. Et encore une fois, ça c'est votre métier, vous le connaissez nettement mieux que moi, ce sont tous les phénomènes de dire vous pouvez nous renvoyer le produit. Donc vous voyez, d'une manière intellectuelle, il y a trois moyens de lutter, de résister
à ce biais instinctuel qu'on appelle le biais de possession. Merci. Vincent, c'est vers vous que je vais me tourner. J'ai une question. À l'heure où les moyens de paiement se multiplient, on fera un débat sur la naissance et la mort programmée de certains moyens de paiement, ce sera un autre sujet qu'on traitera, mais avec la multiplication des moyens de paiement, est-ce qu'on peut conjuguer dans une page de paiement, choisir un moyen de paiement qui peut contribuer à atténuer la douleur de payer? Alors effectivement, il existe énormément de moyens de paiement. C'est-à-dire qu'on a plusieurs dizaines aujourd'hui à disposition du consommateur. Et certains moyens de paiement vont être plus adaptés que d'autres à atténuer, voire anesthésier la douleur, et selon les contextes. Donc si je reprends les 3 contextes qui viennent d'être énoncés, sur la dissociation cognitive, on va avoir des moyens de paiement extrêmement puissants là-dessus. Le prélèvement, par exemple, est un moyen de paiement extrêmement puissant. On signe un mandat de prélèvement une fois pour toutes, et ensuite, sans qu'on s'en rende compte, tous les mois, on est débité de manière parfaitement indolore et dissociée. Le fait d'acheter maintenant et de payer plus tard, également, est très puissant. C'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs de plus en plus chez les enseignes se développer ce qu'on appelle les offres de try and buy. Alors, je suis désolé pour les anglicismes. C'est le fait d'acheter maintenant, d'avoir l'objet chez soi, de pouvoir l'essayer, mais au fond, de payer beaucoup plus tard. 90 jours, 100 jours plus tard. Donc là, effectivement, on a une dissociation totale. On se fait plaisir pendant 90 jours, et puis à un moment, on sera débité. Le paiement une fois également est très intéressant, puisqu'on va étaler les paiements et les subdiviser en petits montants, ce qui permet également de créer peut-être des micro-douleurs, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, justement, d'étaler la douleur. Sur la ritualisation, ce sont principalement les enseignes qui ont de forts taux de récurrence, notamment la grande distribution alimentaire, qui travaillent là-dessus. On va toutes les semaines au supermarché. Donc effectivement, on est dans l'achat réflexe, et donc le geste réflexe de paiement. Et c'est là où les wallets commerçants, ou le paiement par les XPay, donc Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, sont très intéressants, parce qu'on crée quelque chose comme ça qui est de l'ordre de l'achat réflexe. Le fait de poser son mobile juste en sans contact sur effectivement un terminal de paiement crée quelque chose de très fluide, et puis justement de sans douleur. D'ailleurs, à ce propos-là, ce qui est assez remarquable en plus, c'est de se dire qu'on est dans des niveaux d'abstraction assez élevés. La carte de paiement est déjà l'abstraction de l'argent. Si je la dématérialise dans un mobile, je suis dans une double abstraction. Donc du coup, est-ce que je manipule encore de l'argent? On ne sait plus très bien en fait. Et imaginez qu'en plus, on le combine avec un programme de fidélité, dans lequel payer nous permet de gagner des points ou de les dépenser. On est dans une gamification qui en plus apporte une récompense. Donc il y a cet aspect-là également qui peut être pris en compte et qui apporte une forme de fidélisation par la récompense que connaissent bien tous ceux qui travaillent autour de la fidélité. Et puis enfin, le dernier point, donc la sécurisation, qui est un point très important dans notre métier. Il y a des moyens de paiement qui offrent plus d'éléments de réassurance que d'autres. Donc typiquement, ça peut porter sur la protection de l'achat. Effectivement, j'achète en ligne et je suis sûr que s'il y a un problème avec mon colis, je serai défendu par le moyen de paiement en cas de litige avec le commerçant. Et ça peut être l'assurance carte. Si j'achète un énorme voyage à l'autre bout du monde, c'est un montant assez important, je peux avoir des éléments d'assurance qui sont portés par les cartes haut de gamme généralement, qui me protègent en cas de problème, si jamais la compagnie aérienne fait faillite ou des choses comme ça. Et puis, en dernier exemple, je citerai les cartes à autorisation systématique. Ça, c'est très intéressant. Si on est justement dans un ménage avec des revenus très contrôlés, le fait d'avoir une carte à autorisation systématique, c'était d'ailleurs les arguments de Compte Nickel à ses débuts, c'était l'idée de dire vous ne serez jamais en débit, vous ne serez jamais négatif, vous n'aurez jamais d'agio à payer. Et donc du coup, il y a là quelque chose d'extrêmement tranquille qui est de se dire, quel que soit l'achat, même plaisir, je ne serai jamais dans le rouge. Donc il y a une forte sécurisation également liée, cette fois-ci, à l'angoisse de solvabilité dont on a parlé tout à l'heure. On parle de la nature des moyens de paiement et c'est un élément central de l'expérience, mais il y a également la manière dont on va les mettre en scène. Il est important de s'assurer que chaque personne a la perception la plus efficace possible du moyen de paiement. Un même moyen de paiement, on ne va pas le percevoir de la même manière selon qu'il est au sein, présenté sur une interface avec des couleurs très vives, un contenu très dynamique, ou sur une interface beaucoup plus épurée, beaucoup plus rassurante. Alors, il n'y a pas de meilleur moyen de présenter un moyen de paiement donné, hein. Il faut s'adapter à la sensibilité de chacun. Vous évoquez tous les deux le fait que personnalisation, les moyens de paiement en fait en présentant Compte Nickel qui s'adresse certainement à une typologie de clients en parlant de besoin de répondre aux besoins de chacun, en fait, on rentre sur un sujet qui est celui de la personnalisation. Alors autant la personnalisation du tunnel d'achat, on la connaissait, autant la personnalisation du paiement, c'est quelque chose qui est récent, nouveau.
Et Kevin Becker, vous avez quelque chose à nous dire certainement là-dessus. Oui, parfaitement. Les retailers, les e-commerçants doivent aller vers plus d'empathie dans leur relation avec leurs clients, et notamment, principalement au moment du paiement et sur Internet. Alors, pour les y aider, les chercheurs de Dotaki ont mis au point une segmentation en 10 profils de personnalité de l'audience d'un site web. Alors, je vous ai préparé un petit slide pour vous les présenter. Il y a 2 grandes catégories, les rationnels et les émotionnels. Alors, du côté des émotionnels, on a les audacieux qui sont des gens qui sont capables de prendre des décisions très rapidement, les épicuriens qui aiment se faire plaisir et s'inspirer, les émotifs qui ont besoin d'être rassurés, les altruistes qui aiment faire le bien autour d'eux, les cocooning qui se maintiennent à l'écart des foules, excusez-moi, et du côté des rationnels, on va commencer avec les simples, qui sont des gens qui n'aiment pas avoir trop de choix à faire, qui aiment les expériences très linéaires, les conventionnels qui n'utilisent que les moyens de paiement ou les produits bien éprouvés, les analytiques qui aiment avoir beaucoup d'informations, ils comparent les produits, etc., les trendsetters qui aiment le changement, la nouveauté, et les attentifs qui s'attachent à la qualité des produits qu'ils achètent. Alors, comment ça se traduit? Comment on peut s'en servir dans le cadre du paiement? Eh bien, on va venir modifier l'interface, l'interface du formulaire de paiement. On va travailler sur 2 axes principalement, la rassurance et la complexité perçue. Non. La rassurance, comment ça marche? On a des gens qui sont un petit peu anxieux et on va utiliser des procédés que vous connaissez tous pour les rassurer au moment du paiement. Par exemple, afficher un cadenas, utiliser la couleur verte, mettre la mention 100% sécurisé, on va pouvoir insister là-dessus. Et ça va effectivement rassurer des gens. On peut se dire, bon, bah, c'est bien, je rassure ceux qui sont angoissés, et puis bon, les autres qui n'étaient pas angoissés, bah, c'est pas grave, on les rassure, ça ne peut pas faire de mal. Eh bien, en fait, si. C'est contre-productif sur certains profils. Les profils très rationnels, orientés objectifs, eux, ils sont là, ils veulent acheter, c'est leur objectif. Et ils ne pensaient pas forcément aux risques qu'ils étaient en train de prendre. Le fait d'avoir une accumulation de symboles rassurants, cadenas, 100% sécurisés, etc., ça va faire revenir, ça va leur remettre à l'esprit le risque qu'ils prennent. Et on va observer une dégradation de la performance. Il est donc extrêmement important de rassurer, mais de ne rassurer que les gens qui en ont besoin. Le deuxième axe, c'est la complexité. Et là, il y a un rôle central des moyens de paiement. On peut se dire, c'est bien d'en avoir beaucoup, comme ça les gens ont le choix. Et effectivement, il y a certains segments, comme les trendsetters, qui aiment la nouveauté, qui adoptent facilement de nouveaux usages et qui vont s'en servir, et ça va augmenter les transactions. Mais à l'opposé, il y a des segments beaucoup plus conventionnels, c'est notamment le cas des conventionnels, beaucoup plus simples également, ceux qui n'aiment pas avoir trop de choix à faire, et bien finalement, beaucoup de moyens de paiement, ce sont des choix à faire, et ça va dégrader la performance chez eux. Il faut donc adapter la perception de complexité que ces gens-là ont. Et en fait, ces tactiques permettent vraiment d'augmenter très fortement les taux de transformation sur le formulaire de paiement. Donc, réassurance, complexité, est-ce qu'il y a d'autres axes qu'on peut imaginer? Oui, tout à fait. Oui, à proximité du paiement, il y a également les modes de financement. Alors, il y a des gens comme les hédonistes, les épicuriens, excusez-moi, qui aiment se faire plaisir, qui dépassent facilement le budget qu'ils se sont fixés. Et bien, ces gens-là, ça va très bien marcher de leur proposer des facilités de paiement, du 3 fois sans frais, des choses comme ça. En revanche, la présence de ce 3 fois sans frais, ou sa mise en évidence, va venir dégrader l'expérience de certains autres segments, notamment les conventionnels, qui sont plus calmes dans l'emploi de leur argent. Et on va voir des taux de transformation qui diminuent chez ces segments quand on propose des facilités de paiement. Il y a autre chose, c'est aussi la manière dont on présente le prix, le total à payer. Certains segments, les audacieux, prennent des décisions très rapides et n'ont pas forcément besoin de tout revoir. Du coup, on peut laisser le prix un peu plus discret sur l'interface et faire un bon gros call to action, payer, commander. Ça marche moins bien avec les analytiques qui aiment bien récapituler, vérifier que tous les produits sont là, au bon prix, que l'addition est juste, bien présenter le prix et ensuite valider. Voilà. Il y en a plein d'autres, mais on s'éloignerait, je pense, du sujet aujourd'hui qui est vraiment le paiement. Docteur, 10 segments, 2 axes pour atténuer la douleur de payer. Comment vous voyez ça? Bien,
On a déjà l'habitude un petit peu de ces échelles de personnalité, que ce soit le PF16, le DO5, et on a chaque fois remarqué que c'est une vraie aide, je veux dire, de personnaliser en fonction de ses actes, à amener à réduire les erreurs, à acquérir de nettement meilleures décisions. Donc on va évidemment dans ce sens de la personnalité, qui puisse modifier l'expérience du client, le site, le moyen de paiement. Tout ceci est des choses qui ont déjà été publiées et qui ont une solide base. Ce sont toujours des hypothèses, mais des hypothèses très bien étayées. Un autre axe aussi que nous avons remarqué est que non seulement la personne importe sur le fait qu'elle va avoir mal ou pas, mais aussi le type d'achat. Donc ces personnalisations vont être d'autant plus utiles que c'est un commerce occasionnel, irrégulier. À ce moment-là, la personnalisation et ces systèmes que vous préconisez deviennent absolument indispensables. Donc voilà, il faut tenir compte à la fois de la personnalité, nous sommes tous différents face à l'achat, et aussi du type d'achat. En combinant ces deux choses, je crois qu'on peut vraiment aider au commerce, aider à la satisfaction du client. Merci. Avec 3 experts comme vous, je ne résiste pas au plaisir de présenter 4 use cases de paiement sur lesquels je pense que vos réactions sont extrêmement intéressantes. Donc, le premier, celui qu'on va présenter, bon, il est extrêmement tendance puisqu'il apparaît partout. Sur certains sites de e-commerce, la part du N-fois est devenue extrêmement importante. Longtemps réservé à des paniers très élevés, aujourd'hui on voit que sur des paniers plus bas, il est utilisé. Donc quel est le regard qu'on peut avoir collectivement et individuellement sur le paiement N-fois ? Alors, oui, effectivement, tu as raison Didier, il y a de plus en plus d'accès au paiement une fois et pas seulement pour acheter des paniers qui sont extrêmement conséquents, qu'on avait dans l'ameublement ou la hi-fi, les choses comme ça. Ce qui est intéressant sur ces moyens de paiement-là, c'est qu'effectivement, on va subdiviser un montant qui paraît trop grand aux consommateurs en paiements qui paraissent plus accessibles. Et tout à l'heure, vous parliez du stress d'incertitude. Et dans ces moyens de paiement-là, on connaît à l'avance l'échéancier, donc on sait précisément à quel jour le petit montant ou les petits montants successifs vont venir être débités. Donc il me semble qu'il y a là une maîtrise du budget qui vient justement atténuer la douleur, ce dont on parlait tout à l'heure, liée à la solvabilité, liée à l'incertitude, et que là on a quelque chose de parfaitement maîtrisé. En fait, ces paiements à une fois permettent de maîtriser mieux le budget et donc forcément de diminuer l'angoisse, me semble-t-il. Moi, je trouve que cet exemple il tombe très bien puisque je l'ai évoqué précédemment. En tout cas, dans notre pratique à nous, on a certains segments qui réagissent très bien à ce paiement N fois et d'autres beaucoup moins bien. Donc en fait, ce qu'on préconise, nous, c'est de le mettre en évidence pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. D'accord, donc on le cacherait à certains consommateurs. C'est ça, parce que certains consommateurs le trouvent un peu brusque. D'accord. Il y a un hédoniste, il va y aller tout de suite, voilà. C'est ça ? Tout de suite. Statistiquement. Ouais. Alors, dans notre apport, je dirais, en recherche sur la prise de décision, n'est pas très, très important dans le choix de tous ces moyens de paiement. Donc là, on n'avance pas, on n'a aucune certitude. La seule chose qui pourrait faire avancer, ce sont ce qu'on appelle les échelles d'astreinte. En fait, quand vous êtes dans une situation d'achat ou de paiement, toute situation, en fonction d'échelles internationalement reconnues, peut être évaluée en fonction de l'incertitude qu'elle génère. Par exemple, une vie normale, on pourrait dire, voilà, dans la vie normale, un divorce vaut 100 points, un déménagement vaut 80 points. Donc c'est ce qu'on appelle une échelle d'astreinte. Quand vous avez un métier, avoir 2 chefs, c'est 40 points, être payé à la performance, c'est 80 points. Donc, vous avez une échelle d'astreinte. On fait ça pour les films aussi. On va calculer l'incertitude envoyée à la personne. Eh bien, ici, on calcule la même chose. Le paiement en N fois, le paiement en un clic. Eh bien, tout ceci vaut des points d'incertitude. Et donc, il va falloir corréler ces points d'incertitude, avec bien sûr la marque. Si vous avez un moyen de paiement assez incertain, mais une marque forte,
eh bien, il est évident que la somme des deux sera tout à fait calculable. Et dès que vous avez l'astreinte d'une situation d'achat et de paiement, votre système de personnalisation sera extrêmement utile. Pourquoi? Parce que vous avez des personnalités, les 3, les 4 et les 5, qui ont une haute résistance au stress. Et à ces personnes-là, on pourra présenter une haute astreinte, elles aiment le stress. Par contre, dans d'autres segments que vous avez identifiés, qui n'aiment pas beaucoup le stress, il faudra alors éviter certains moyens de paiement. Donc voilà un petit peu les avancées publiées qu'on peut présenter. Bien, merci d'avoir cité et présenté notre prochain moyen de paiement, qui est le légendaire One-Click Paiement. Donc aujourd'hui présent sur beaucoup de sites. Je pense que tout le monde en connaît le mécanisme. Donc effectivement, comment peut-il être un accélérateur ou un modérateur d'angoisse? En fait, il y aura toujours des gens qui vous diront qu'ils ne veulent pas que leur numéro de carte soit stocké chez le commerçant. Ça fait partie des angoisses, notamment qu'on va trouver, j'imagine, chez certains profils. Néanmoins, dès lors qu'on l'a mis en place chez nos e-commerçants, on a quand même vu derrière une augmentation du taux de conversion et de la récurrence. C'est-à-dire qu'effectivement, vous parliez de confiance dans la marque. Si j'ai confiance dans la marque, donc dans le commerçant, j'ai confiance dans le fait de lui confier mon numéro de carte parce que je sais qu'il sera stocké de manière sécurisée, etc. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'évite en tant que consommateur? C'est ce qu'on appelle en mauvais franglais la digital fatigue, c'est-à-dire le fait de ressaisir tout le temps les mêmes informations à chaque fois. Et si je suis un client fidèle et que je viens acheter tous les 15 jours ou tous les mois, je suis toujours un peu déçu qu'on ne me reconnaisse pas, je suis toujours un peu déçu qu'on me redemande les mêmes informations. Et donc là, on est dans une fluidité qui est extrêmement intéressante et qui, à mon avis, contribue en tout cas sur certains segments à faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait plus du tout de douleur. C'est ça, sur certains segments, c'est très performant et c'est gagnant au global, je pense. Maintenant, c'est quand même à utiliser avec un peu de finesse, puisqu'il y a certains types de personnalités qui vont trouver ça, encore une fois, un peu brusque. Je ne peux pas m'assurer que mon panier, c'est bien ce que je veux, que les modalités de livraison sont bien celles que je veux, etc. Et du coup, on va avoir de la perte sur certains segments, encore une fois. Je peux vous confirmer que chez certains commerçants qui font par défaut la capture du numéro de carte, un certain nombre de consommateurs viennent se désinscrire et supprimer la carte qui a été enregistrée immédiatement après le paiement. Oui, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie transparence de l'opt-in. Enfin, il faut que ce soit fait effectivement dans les règles éthiques, évidemment légales, mais aussi avec subtilité. Et si en plus il y a l'élément analytique dont tu parlais tout à l'heure est pris en compte, c'est encore mieux. Bon, le grand frère, je ne sais pas comment le présenter, en tout cas, l'évolution du one-click paiement, ça a été le one-click commande, ou baptisé shortcut. Donc là, c'est simple, hein, j'ai un bouton à côté de mon produit, j'appuie, je paye, tout est fait, je ne repasse pas par le panier. Donc là, on a vraiment raccourci le parcours d'achat. Mais est-ce que cette réduction du parcours d'achat réduit aussi les angoisses de payer? En fait, effectivement, là, on ne fait plus grand-chose, on ne saisit plus rien. Mais c'est une vraie réponse aussi, je reviens sur la digital fatigue, au fait que, je ne sais plus quel est le pourcentage d'achat e-commerce qui est fait sur smartphone, mais je pense qu'on est autour de 50%. C'est dépassé, ouais, ça dépend des marchands. Ça dépend des marchés, ça dépend des verticaux. Ce qui veut dire qu'il faut quand même, sur certains sites e-commerce, saisir avec ses gros doigts, sur un petit smartphone, une adresse de livraison, un numéro de téléphone, une adresse email, tout un tas d'informations sur des claviers qui sont grands comme ça. Donc on a quand même tout d'un coup, à travers cette fluidité, le fait qu'on a confié préalablement ces informations personnelles à un moyen de paiement et qu'on les récupère automatiquement, donc ça crée des achats qui sont quand même beaucoup plus fluides. Donc j'imagine que pour un hédoniste, par exemple, pour un straightforward, ça va être extrêmement jouissif. C'est certain. Après, c'est sûr que ça marche bien pour certaines personnalités assez impulsives et qui aiment que ça aille vite et que ce soit efficace, c'est certain. Après, il y a toujours des gens qui vont être un peu étonnés. Le fait de dire, j'ai à peine cliqué, je l'ai acheté, je m'en suis même pas rendu compte. Et ça peut, sur le long terme, peut-être dégrader l'expérience. Est-ce qu'il y a pas un moment où l'usage triomphe de l'angoisse? Enfin, je vais prendre un exemple, qui est l'exemple du sans-contact, où il y a une appréhension totale et l'accélération d'utilisation du sans-contact est à cet égard intéressante. Donc, est-ce que même pour le one-click commande, la contrainte du mobile, à un moment, l'usage ne va pas finir par complètement éradiquer un certain nombre d'obstacles, d'angoisse qu'on pouvait avoir? Ah si, c'est évident que ça va les diminuer, mais on a encore la carte bleue, je veux dire, ça fait longtemps que ça existe, et les gens ont encore
peur de s'en servir dans certains... La carte bancaire. La carte bancaire, Tu l'as excusez-moi. daté. Ouh là là. Et les gens ont encore de l'angoisse à s'en servir sur Internet. Enfin, ça fait longtemps, on sait que ça marche bien. Donc il y a toujours une composante irrationnelle d'angoisse qui reste. Et le mieux on l'adresse, et plus on vend. J'ai une question complémentaire. Est-ce que vous voyez des différences de segmentation, de proportion par rapport aux générations? Est-ce qu'un millénial a un peu plus confiance au fond dans les outils digitaux, de payer en ligne nativement, et donc du coup est-ce qu'ils sont un peu plus justement perméables à ce type de choses, quoi? Alors oui, et en toute façon, quand on vieillit, on change de personnalité. Il y a certains traits de caractère qui vont évoluer avec l'âge. Il y a notamment une évolution très rapide de l'extraversion et des caractères très de conscienciosité qui vont faire changer de segment dans notre segmentation, qui s'opèrent entre 15 et 25 ans. Voilà. Donc on a des différences de segmentation en fonction des âges, et ça se retrouve dans l'usage des moyens de paiement. D'accord. Vincent, merci pour les millennials, puisque la prochaine suggestion de moyens de paiement, ou en tout cas de paiement, c'est le paiement peer-to-peer, le paiement entre particuliers, avec du paiement Lydia. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'envoyer de l'argent à un proche, finalement, c'est pas acheter un produit, et ça va être différent en fait dans la perception? Alors déjà, c'est pas un achat. Effectivement, on n'achète pas un bien ou un service, on rembourse un ami, on paye un ami pour, je ne sais pas, constituer une cagnotte, etc. Moi, je ne suis pas un expert, évidemment, sur est-ce qu'au fond, le paiement ne disparaît pas derrière la relation humaine qui est déjà établie avec la personne, entre le payeur et le payé? J'imagine que oui, je ne sais pas. En tout cas, ça m'inspire quelque chose. Je me dis que ça doit vraiment... c'est un modèle de paiement qui marche bien pour certaines personnes qui sont très sociables, et peut-être que c'est très prospectif, mais peut-être que les e-commerçants auraient intérêt à essayer de se rapprocher, dans certains cas, de ce type de modèle, essayer de mettre en évidence, notamment dans le cadre d'une marketplace, par exemple, le côté un peu peer-to-peer du paiement pour certains profils, tandis que d'autres vont préférer payer à l'institution, avec le côté rassurant que ça. Dernier exemple, qui pourrait lever un certain nombre d'obstacles, c'est le paiement dit solidaire, donc présenté souvent comme un bouton de paiement qui va, par exemple, faire de l'arrondi pour une association. Alors, c'est bien de terminer par cet exemple parce que c'est probablement le plus complexe. Je pense que c'est le plus complexe à analyser. À la fois, effectivement, on permet à l'acheteur, en plus d'un achat de nécessité ou un achat plaisir, de faire un bon geste, donc un geste éthique, on va dire. C'est probablement à double tranchant, parce qu'on peut se dire aussi que si on n'y souscrit pas, est-ce qu'on ne crée pas une culpabilité? La culpabilité, alors déjà, il faut avoir confiance, il faut connaître l'association. Si on ne la connaît pas, est-ce qu'on va vouloir donner de l'argent? Ce n'est pas forcément certain. Et si je ne paye pas, est-ce que je ne crée pas, du coup, une auto-culpabilité? Chacun, au fond, décide de ses dons. Est-ce qu'on ne m'impose pas un don au moment où j'achète? Est-ce que je ne peux pas... Donc, on sait très bien que, d'ailleurs, il vaut mieux laisser le choix entre plusieurs associations plutôt que d'en imposer une. Ça, c'est ce que nous disent, effectivement, les professionnels qui travaillent sur ces applications-là. Et après, voilà, je pense que c'est toujours un peu à double tranchant d'un point de vue, en tout cas, émotionnel. Ouais, ça peut dégrader l'expérience de certaines personnes, notamment très rationnelles, qui s'étaient fixées, ancrées le montant de leur achat en tête, et tout d'un coup, de manière un peu impromptue, on vient proposer de le modifier. Et même si ce n'est pas forcément de l'avarice, mais ils n'étaient pas préparés à ça, et ça peut les déstabiliser. Maintenant, c'est important aussi que tous les profils plus émotionnels, plus flexibles, puissent donner par ce biais. Merci. Alors, si on devait conclure, on va essayer de conclure rapidement. Moi, je dirais qu'il y a 3 leçons que je retiens. Donc, est-ce que le paiement peut être personnalisé pour être plus indolore? La réponse, unanimement, c'est oui. Chaque consommateur, je pense qu'aussi, c'est la condition, c'est que chaque consommateur aujourd'hui est différent.
le paiement est vraiment pluriel, avec plein de solutions. Donc entre les moyens de paiement, la disposition d'une page de paiement, les boutons qu'on va mettre en place, ce qui est clair, c'est qu'il y a une multitude de réponses et une multitude de consommateurs. Donc j'allais dire que l'idée, c'est que chacun puisse s'y retrouver. La leçon numéro 2, c'est qu'on n'est pas du tout égaux face à la douleur. Mais je pense qu'il y a une idée aussi, c'est que les annonceurs ou les commerçants ne sont pas égaux non plus. Et on voit qu'il y a un fil conducteur, il y a un mot qu'on a assez peu évoqué, mais qui était quand même dans toute la discussion, qui est la confiance. La confiance, ça se construit. Alors, naturellement, je vais avoir plus confiance sur une grosse enseigne que j'aurai confiance sur une enseigne qui est complètement inconnue. Mais ça se construit, ça se tisse, il faut du temps. Et probablement que, quel que soit votre profil, j'allais dire, le plus allergique au paiement, le temps est quand même l'ami d'un paiement plus naturel, spontané, avec une obligation qui est celle de la confiance. Troisième leçon, je pense que c'est important, c'est qu'on voit bien qu'il n'est pas une question de faire un grand soir dans la personnalisation du paiement, mais qu'on peut construire progressivement, et je pense qu'on peut amener des modifications successives qui vont permettre en tout cas à chaque consommateur de se retrouver sur le site dont le paiement doit absolument ressembler à l'ADN de la marque. Il reste quelques minutes, donc je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Donc une question pour Kevin. Combien de temps d'historique d'achat sont nécessaires à l'établissement des profils clients tels que vous les concevez? La réponse est très simple, c'est 30 secondes. 30 secondes de navigation sur un site, même pour n'importe quel visiteur, inconnu. Une fois qu'il est connu, bien sûr, c'est instantané. Mais inconnu, il nous faut 30 secondes. Ça assure une couverture au moment du check-out, au moment du paiement, de quasiment 95 à 98% de la population. C'est très efficace. Un élément, sur combien d'éléments tu t'appuies pour essayer de construire ta personnalisation? Alors, il y a 3500 variables qui sont analysées en temps réel par notre algorithme. Elles sont principalement issues des interactions physiques que les internautes, que les visiteurs vont avoir avec le terminal dont ils vont servir pour accéder au site. Donc, je parle vraiment des patterns, de la manière de scroller l'écran, le contenu, de la vitesse, la trajectoire du pointeur de souris ou du doigt sur la surface tactile dans le cadre du mobile. Voilà, c'est ce genre de choses. Il y a des technologies. La vitesse de scroll, tout. La vitesse de scroll, oui, absolument. On utilise du deep learning, c'est très élaboré et ça nous permet de dériver, d'inférer ces différents caractères. Bon, qui dit personnalisation dit connaissance client, donc évidemment il y a une question tout à fait logique. Comment allier compliance GDPR et business dans la mesure où c'est l'historique, la connaissance client qui vont théoriquement construire la relation et la personnalisation du paiement. Alors, la compliance avec le GDPR, pour nous, elle est simple et ça passe, et de toute façon, il n'y a pas le choix. Ça passe par le recueil d'un consentement éclairé auprès d'un consommateur. Et à l'heure actuelle, ça passe par le bandeau cookie, les explications qui sont données. Une autre question. Sur quelle base établissez-vous les profils des acheteurs pour personnaliser les modèles de paiement? On a déjà un peu répondu, mais on va réorienter la réponse, en tout cas dans le sens de la question. La base, du coup, on se base d'abord sur les interactions physiques avec le device qui nous permettent d'inférer un profil de personnalité, l'un des 10 que j'ai présenté, et ensuite on va travailler l'interface du formulaire de paiement en fonction de ces différents profils. Voilà. Est-ce que c'est de l'analyse comportementale? Oui, tout à fait. Mon cofondateur est un docteur en économie comportementale. Voilà. Oui, et puis je pense qu'il y a déjà toute la base à travailler, la pertinence d'un moyen de paiement. On sait très bien que c'est lié à des usages culturels, des usages générationnels. Il y a aussi, je pense, une bonne base à travailler. Et après, effectivement, ce complément-là vient de nous permettre de grappiller les points de conversion en plus. Et c'est cette somme, effectivement, de l'expertise paiement et de l'expertise comportementale qui permet d'avoir probablement l'expérience la plus aboutie pour le consommateur. Je pense que comme ça a été déjà évoqué tout à l'heure, il y a des basiques, il y a du bon sens. On voit bien que tel moyen de paiement, Alipay, il va être destiné à une population. Donc déjà, à la base, il y a des moyens de paiement générationnels, etc. Donc il y a plein d'éléments qui se recoupent avec une surcouche
qui va être effectivement les éléments de navigation. Et en termes d'intégration, c'est très compliqué? Non, c'est extrêmement simple. C'est un tag JavaScript à déployer dans le Tag Manager pour ceux qui sont un peu techniques, mais en tout cas, il n'y a pas de sujet IT derrière, d'autant plus qu'on a travaillé sur une intégration avec Payline côté Monex, donc non, c'est très très léger. Okay. Alors, du point de vue, je dirais plutôt cognitif, ce qui distingue plus les personnes dans leurs décisions d'achat, de commerce, un facteur clé, c'est la résistance au stress. Donc nous avons tous ici, autour de la table ou partout, des glandes corticosurrénales juste au-dessus de nos reins qui nous permettent de produire du cortisol. Alors certaines personnes ont de petites glandes et sont de faibles producteurs en cortisol, et d'autres ont des très grosses glandes, des gros producteurs en cortisol. Donc certains aiment le stress, d'autres ne l'aiment pas du tout. Et donc dans les moyens de paiement, c'est très important de savoir ça, parce que si vous devez proposer un paiement plus ou moins sécurisé ou pas, si vous le sécurisez trop, comme l'a dit M. Becker, vous allez même freiner l'achat. Donc il est vraiment très important de personnaliser, et je suis sûr qu'à un moment, vous parviendrez, en fonction du comportement précédent, en quelques secondes, à dire, tiens, cette personne, elle a plutôt une résistance au stress de 100 ou de 200 ou de 300 points, et je crois que ça sera un élément très très important. Alors là, j'ai l'impression, la dernière question, qui est presque une question, une conclusion, dispose-t-on d'un site de démonstration et de test? Oui, bien évidemment. Donc, vous pouvez effectivement contacter les équipes commerciales Monext et on sera ravis de vous montrer justement le site qu'on a co-construit avec Dotaki et dont les résultats sont très étonnants. Voilà. Donc n'hésitez pas. Docteur Kevin, Vincent, merci. Merci. Et j'espère que tout s'est bien passé et que tout le monde a appris que la douleur du paiement n'était pas une fatalité. Merci. 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 Merci.